Bonjour à tous, chers collègues et chers spectateurs. Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous avez été sage cette année? Oui? Bah c'est parfait parce que Je sais moi, pas, hein. mais si t'as été sage. Parce que moi et mon cher petit lutin Yacine, on vous a préparé un cadeau de Noël. Un Lexto, une... un sujet qui est très en vogue en ce moment, le prompt engineering. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parfait. Alors on peut continuer. Alors, Lexto, de quoi nous allons parler? D'abord, on va faire une question sur le prompt engineering et l'IA générative. Donner un contexte. Ensuite, on va parler des challenges de l'IA générative. Ensuite, nous discuterons de qu'est-ce que le prompt engineering et de surtout le plus important, comment est-ce qu'on crée de bons prompts et comment est-ce qu'on est efficace. Alors, en ce qui concerne l'introduction et le contexte, donc il faut savoir qu'on a cité récemment un changement de paradigme. Donc d'abord, en programmation dite classique, la façon dont ça fonctionnait, c'est qu'on avait un certain nombre d'inputs, on s'attendait à un output, et on avait des règles qui permettaient de passer de un à l'autre. Ces règles étaient hard-codées, et on devait les appliquer à un langage de programmation pour résoudre notre tâche. Ensuite, suite à l'arrivée des réseaux neuronaux, vers 2012, la façon dont ça fonctionnait, c'est qu'on peut prédire le résultat en fonction de données d'entraînement qu'on a données à un modèle et qu'on a entraîné. Donc on n'a plus besoin de spécifier les règles directement, on donne simplement un modèle et il va nous donner notre output. Ensuite, avec l'arrivée des IA génératives, maintenant chacun peut générer son propre contenu, faire ses propres tâches, sans avoir besoin d'entraîner un modèle. Et la façon, le détail qui est très important, c'est que on n'a plus besoin de connaissances techniques du tout. N'importe qui peut utiliser son propre IA générative et n'a plus besoin de connaissances techniques, plus besoin de savoir comment entraîner un modèle. Vraiment, tout le monde peut le faire pour faire n'importe quelle tâche. Oui, je continue. Alors, quels sont donc les enjeux notamment économiques de ce marché? Alors, selon l'Institut McKinsey, l'IA générative pourrait ajouter jusqu'à 4,4 billions de dollars à l'économie. Donc 4,4 billions, c'est 1 billion, c'est 1 million de millions, c'est 1000 milliards. Il faut savoir que le C'est un PIB, trilliard, j'adore ce mot. c'est en anglais. En français, on dit 1 billion. Il faut savoir que 1 billion, c'est, pour vous donner un ordre d'idée, 1,5 fois, 1,5 fois le PIB de la France. Alors, quels domaines sont touchés? Eh bien tous. Déjà pour commencer, celui de l'informatique, on le sait tous, mais aussi celui du domaine bancaire, celui de la médecine, celui de la loi. Micro, non? Oh, cher Père Noël. Ok. Donc tous les domaines sont touchés. Et pour vous donner un autre chiffre qui est aussi impressionnant, selon Bloomberg, donc certaines personnes, des prompt engineers, sont payées jusqu'à 355 000 dollars par an pour créer de bons prompts. Donc certes, c'est un chiffre qui est étonnant, hors du commun, et qui ne reflète pas toute la réalité, mais c'est pour vous montrer qu'il y a des entreprises qui sont prêtes à payer très cher pour des personnes qui sont très efficaces et qui ont de très bons skills de prompt engineering. Ça montre qu'il y a une réelle valeur ajoutée à cette compétence-là. Alors, pour rentrer plus en détail, qu'est-ce qu'un LLM? Enfin, qu'est-ce qu'un LLM, oui. Alors, les premiers chatbots, ils ont été créés dans les années 60. Il me semble que la première utilisation, c'était en psychologie. On souhaitait que les patients, en répondant à des questions, on puisse déterminer leur profil psychologique. Ensuite, on va faire un bond dans le temps, la sortie de GPT-1 en 2018 et de GPT-3 en 2020. En 2022, il y a la sortie de ChatGPT qui a vraiment permis de populariser cette technologie-là au grand public, là où il y a vraiment eu un bond en avant. Même année, il y a Google qui sort Palm, et récemment, on a tous vu la sortie de Gemini, qui vraiment n'est même plus un LLM, c'est voilà, exactement, qui est multimodal, donc qui ne prend pas en compte que du texte, mais des données sur plein de types de formats, des vidéos, des images, et c'est vraiment très puissant. Quelles sont les caractéristiques majeures des LLM? D'abord, elles sont larges, donc il y a des données d'entraînement qui sont en très grand volume, donc supérieures à 1000 teraoctets. Ça leur permet d'être général. En étant général, ça permet de résoudre des problèmes qui sont communs en faisant abstraction des spécificités. Donc on peut l'utiliser pour la programmation, on peut l'utiliser pour résumer des contenus, créer du contenu, vraiment un tas de choses. Et enfin, donc les LLM sont pré-entraînés, c'est-à-dire qu'en l'utilisant, on n'a pas besoin de le réentraîner. On peut juste se connecter par exemple à ChatGPT, écrire notre tâche et il va nous sortir quelque chose sans qu'on ait besoin de faire de travail. Mais on peut aussi les affiner. Ça veut dire qu'en leur fournissant un tout petit peu plus de données d'entraînement, on peut les faire en sorte qu'elles soient spécifiques à certaines tâches et qu'elles résolvent mieux certaines tâches. Donc c'est ça qui est intéressant. Ensuite, les avantages donc, des LLM. Donc comme j'ai dit précédemment, c'est un outil qui est unique, enfin, qui est unique, utilisable
et qu'on peut utiliser pour différentes tâches, pardon. Comme j'ai dit, on peut donner l'exemple de la résumé du contenu, créer du contenu, résoudre des bugs en informatique, même aider à créer des présentations. C'est vraiment quelque chose qui est très généraliste. On peut donc adapter un modèle comme on le souhaite, en ajoutant très peu de données de terrain. Donc admettons qu'on veuille créer une IA nous-mêmes, on aura besoin de beaucoup de données pour l'entraîner, pour qu'il y ait un résultat qui soit satisfaisant. Avec les LLM, on peut juste ajouter à sa base de connaissances beaucoup moins de données, et il aura des résultats qui sont quand même assez intéressants. Non, reste encore sur cette slide. Donc les performances des LLM s'améliorent continuellement. Ça, on l'a vu entre la sortie de ChatGPT et maintenant, les performances sont énormément augmentées. Et comme je dis, avec la sortie de Gemini, je pense que d'ici 1 an, il y aura encore des choses incroyables qui vont venir. Et ça fait que continuer dans ce sens-là, on progresse de jour en jour. Et enfin, le dernier point qui est important et que j'ai déjà mentionné, c'est qu'il n'y a aucune connaissance en machine learning qui est requise. Il y a une barrière à l'entrée qui est très faible. C'est juste une question de designer de bons prompts, d'être efficace dans ces prompts pour avoir des résultats qui sont intéressants, qui sont utilisables et pour être efficace avec cet outil-là. Alors les 3 grands types de LLM, donc les LLM dits génériques, dont le fonctionnement c'est de prédire les mots, le mot suivant d'un texte en fonction des données de renseignement et du langage. La façon dont les LLM fonctionnent, ils vont vouloir prédire la suite d'un texte. Ça, par exemple, quand tu lui poses une question, ça t'attend une réponse, parce que la suite logique d'une question, c'est une réponse évidemment. Vous allez LLM adapter donc aux instructions qui prédisent la réponse en fonction de l'instruction donnée en entrée. Et pour moi, le plus intéressant, c'est les LLM adaptés au dialogue, un sous-ensemble des LLM adaptés aux instructions, et avec qui en fait on va vouloir dialoguer. C'est là où ça va être intéressant parce qu'il va y avoir une interaction forte, une sorte d'échange avec le chatbot. C'est là où ça peut être intéressant et une fonctionnalité de LLM ou un type de LLM qui peut être intéressant à l'utilisation. D'ailleurs, si je peux me permettre, pour l'utilisateur lambda qui va utiliser ChatGPT par exemple, les 3 types de LLM sont complètement transparents, mais vous verrez que dans la plupart des API que vous allez utiliser de language model, vous allez avoir les 3 fonctionnalités qui sont séparées. Vous allez avoir des modèles type chat, des modèles type texte quand vous voulez utiliser telle ou telle fonctionnalité côté programmation. Et du coup, c'est pour ça que c'est une différence historique qui a tendance à s'estomper du point de vue de l'utilisateur, mais qui existe encore aujourd'hui dans les API de gros providers d'IA. Yacine. Alors, quels sont les challenges des IA génératives? Alors tout d'abord, les challenges en termes de context window. Donc il faut savoir que les LLM ils peuvent traiter qu'un certain nombre de tokens. Donc généralement, c'est pour ChatGPT 4 entre 8000 et 32 000. Un token, pour simplifier, ça représente, on va dire, un mot de ce qu'on va lui donner en entrée, même si c'est pas exactement ça, on va simplifier. Donc on voit que si on utilise beaucoup, on va dépasser le nombre de tokens de la context window, et donc au fur et à mesure, le LLM va oublier ce que l'on lui a donné comme information. Une façon de pallier à ce problème, c'est d'utiliser des embeddings. En fait, on va encoder le texte et le contenu, même plus généralement, qu'on va lui donner, de façon à ce qu'il soit utilisable sans dépasser la capacité de la context window. Un autre challenge, ce sont les hallucinations. Une hallucination, ça désigne tout simplement le fait qu'une IA va donner une information qui est fausse ou erronée. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut savoir que les LLM ont tendance à donner de fausses informations lors d'une incertitude. C'est-à-dire, au lieu de dire écoutez, je ne suis pas sûr, il va donner une fausse information avec un degré de confiance qui est très haut en faisant passer ça comme étant la vérité. Alors, sachant que j'ai testé plus tôt, j'ai l'impression que maintenant ChatGPT, quand il n'est pas sûr de lui, il a quand même tendance à dire qu'il n'est pas sûr, notamment sur des événements, quand on lui demande des événements récents, sur des choses qui ont pu changer récemment, il va dire écoutez, mes données ne sont pas forcément à jour, il faut vérifier. Mais c'est quand même un point auquel il faut être vigilant et auquel il faut faire attention. J'ajoute à ce propos que vous pouvez dire au LLM lors de votre interaction de vérifier ou pas factuellement une information, ou bien d'en avoir rien à cirer, de juste générer un output. Donc ça, on peut le designer justement dans le prompt, dire à la fin d'une instruction, tu vérifieras l'information, ou peu importe si l'information est vraie. Donc ça peut être un petit hack, réduire le nombre d'hallucinations. Yacine. Alors ensuite, donc il y a un impact qui est environnemental. Donc ça c'est pas excusez-moi, c'est pas spécifique à tous les juste au LLM, c'est spécifique à tous les systèmes informatiques. Donc notamment il y a des questions de ressources qui sont utilisées lors du processus d'entraînement. Tout simplement des ressources du GPU, des CPU pour l'entraîner.
de consommation d'énergie dans les data centers et aussi une question de e-waste. Donc c'est de gaspillage électronique, donc à cause du développement rapide des LLM et du déploiement de nouveaux hardware, pardon. Donc ça c'est le LLM va s'entraîner, on va avoir besoin d'hardware plus efficace, de GPU plus performant, et donc on va jeter ce qu'on avait précédemment pour utiliser de nouveaux hardware. Et donc c'est en ça qu'on peut éventuellement gaspiller des composants électroniques. Et aussi évidemment des soucis de sécurité, donc de traitement des données privées et de sécurité des données. Ça, quand on envoie des données à OpenAI sur ChatGPT, on ne sait pas ce qu'ils en font. Il y a des soucis de désinformation. Comme dit, on sait qu'ils peuvent générer du contenu qui est faux, LLM, donc il faut faire attention à ça. Des soucis d'utilisation malicieuse, donc de demander au LLM de faire des choses qui sont illégales. Bon, ça maintenant il y a des garde-fous, on sait très bien, mais tout de même il faut faire attention. Et je pense que c'est encore possible de demander au LLM, en les manipulant, de donner des instructions sur comment faire des choses illégales. Ou même d'utiliser un LLM pour faire de la personnification. Bien sûr. Il n'y a rien d'illégal dans le fait de... mais mis bout à bout, plusieurs choses qui sont inoffensives, qui sont inoffensives, ça peut provoquer, des attaques, on va dire, un peu plus élaborées. Donc ça fait partie. Vas-y, je te... Ensuite, il y a des histoires de biais de discrimination. Donc, par exemple, si il a été entraîné avec des textes ou des données dans lesquels il y a des biais de discrimination, il va nous donner des réponses qui comportent aussi ces biais et ces discriminations-là. Un manque de transparence. Bon, ça c'est plus général avec tous les réseaux de neurones profonds et l'intelligence artificielle. Des fois, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. On ne sait pas comment est-ce qu'il passe d'un input à un output, et c'est un peu une boîte noire. On ne sait pas comment est-ce qu'il fonctionne. Histoire de data poisoning, on va fournir des informations fausses au LLM, et du coup en fournissant des informations fausses, il va aussi nous donner en sortie quelque chose qui est faux. Et enfin, un point qui est aussi important, de dépendance excessive envers les LLM, où au final, sur notre travail de tous les jours, on va trop dépendre là-dessus, et si un jour on nous retire cet outil-là, est-ce qu'on sera encore efficace là-dessus? À noter j'ai vu un article qui disait qu'il y a des avocats aux États-Unis qui ont utilisé ChatGPT pour préparer leur plaidoyer. En fait, ChatGPT a cité des procès qui n'existent pas, enfin des cas qui n'existaient pas, et ils les ont cités dans leur plaidoyer. Et donc, ils risquent de se faire radier du barreau pour avoir cité des fausses informations. Donc, il faut faire vraiment très attention à ça et pas dépendre excessivement des LLM. En gros, gardez votre cerveau un minimum. Exactement. Vas-y. Voilà. De suite. Alors, qu'est-ce que le prompt engineering? Et donc maintenant, je vais laisser Yacine prendre la parole. Ça marche. Merci, cher Père Noël. Du coup, je vais continuer. Alors, le prompt engineering, qu'est-ce que c'est? L'idée, c'est de faire en sorte qu'avec ces interactions avec l'IA, on soit le plus efficace possible. C'est de maximiser le potentiel de ces interactions. En fait, c'est un terme très à la mode, très fancy, mais l'idée qui se cache derrière est vraiment toute simple. Encore plus qu'avant avec l'avènement de la Google Search Bar par exemple, on a accès à toute la connaissance humaine de manière interactive à partir de son clavier. C'est quand même complètement ouf. Et l'idée, c'est de pouvoir maximiser cet outil pour obtenir le résultat que l'on souhaite dans le cadre d'une tâche donnée. Voilà en gros la définition du prompt engineering. Pour faire ça, on a besoin d'avoir une certaine structure dans ces prompts et on a besoin aussi de faire un peu comme quand on développe une application, des feedbacks réguliers sur quel type de prompt fonctionne, quel type de prompt ne donne pas les résultats escomptés. Il y a toujours une logique d'amélioration continue dans ces prompts. Alors en tant qu'utilisateur ou en tant que professionnel, on peut maintenir à jour une banque de prompts et tenter de l'améliorer au fil du temps. Par exemple, chez Reboot, on a notre cher collègue Tristan qui a créé une banque de prompts qu'on peut utiliser pour diverses tâches. Et l'idée, c'est qu'au fur et à mesure que les utilisateurs, c'est-à-dire nous, employés de Reboot, nous l'utilisons, on va pouvoir améliorer certains use cases avec le temps, exactement comme du software. Du coup, on distingue traditionnellement deux concepts, le prompt design et le prompt engineering. Le prompt design, c'est vraiment l'idée, j'ai une tâche A ou B à faire, je vais essayer de produire le prompt spécifique à cette tâche-là.
Et le prompt engineering, l'idée c'est de maximiser les performances d'un modèle, c'est la partie amélioration continue. C'est pas la même chose, mais c'est bien sûr hautement lié. Et le but de ces deux approches, c'est de partir du principe que de toutes les façons, du moins pas encore, l'IA ne sait pas encore lire vos pensées et on peut contrôler l'output de ces LLM. Du coup, comment créer de bons prompts? C'est la suite logique de ce propos. Eh ben, y a quelques principes généraux à suivre en permanence pour faire ça. Déjà, il faut être explicite par rapport à ce qu'on veut. Il faut construire sur les conversations précédentes, c'est-à-dire sur le contexte précédent. Il faut éviter de perdre du temps et de gaspiller des tokens. Ce point-là est très important parce que certes, quand vous payez votre abonnement à ChatGPT+, à 24 € par mois, peut-être que vous ne voyez pas trop cette problématique, mais quand vous travaillez dans un cadre d'entreprise où vous allez utiliser des outils qui font appel à des API qui comptent des tokens, là ça devient critique quand on essaye d'industrialiser cette activité. Par exemple, quand on fait de la recherche en masse sur des sites web pour récupérer des news sur tel ou tel sujet, du web scraping, et ben là ça devient essentiel d'avoir des prompts bien structurés qui ne gaspillent pas de tokens. Et du coup, il y a plusieurs techniques pour obtenir ces points-là que vous voyez sur la gauche. Et ben, vous pouvez inviter le chatbot à rebondir sur son output précédent. Donc vous faites du follow-up. Vous pouvez donner des exemples de réponses attendues. Vous pouvez spécifier comment le chatbot doit répondre. Et vous pouvez en fait faire toutes ces choses-là qui sont listées dans le but de maximiser le prompt. Je brûle d'envie de faire un exemple, du coup je vais faire un exemple maintenant. Du coup, donner un exemple de réponse attendue. Est-ce que tu peux tenir le micro? Donner un exemple de réponse attendue. Par exemple, c'est pas l'objet du Let's Talk aujourd'hui, mais par exemple, quand on utilise un outil comme LangChain, un LangChain c'est de l'automatisation de LLM pour faire des tâches. Alors je vais juste vous trouver l'exemple en question. Quand on utilise un outil comme LangChain, donner des exemples. Là, j'ai un bon exemple de ça. Vous allez par exemple donner une suite de questions-réponses au chatbot. Peut-être qu'on voit mal, je vais essayer de zoomer. C'est mieux, ouais. Je vais donner une suite de questions-réponses au chatbot. Spéciale dédicace à mon équipe de développeurs qui adore PHP. Je pose la question, est-ce que je dois apprendre PHP? Et je pousse en fait le chatbot à répondre sous un certain format, un format de pro and cons. Et je lui pose la question sur plusieurs langages. Et le but de ça, c'est de lui donner une banque d'exemples. Alors ces exemples-là, dans le cadre de LangChain, ils sont stockés, mais peu importe, vous pouvez le faire dans votre conversation avec votre LLM habituel dans votre interface graphique. Et là, en fait, une fois que vous avez donné ces exemples-là, vous pouvez poser la question sur un autre sujet, mais avec cette banque d'exemples en paramètres, et vous allez avoir une réponse structurée de la même manière. Ça, c'est dont on va parler tout à l'heure, c'est un exemple de few-shot prompting, où le but, c'est vraiment d'assister dans son processus de raisonnement et d'output l'IA. Donc ça, c'est juste un exemple, merci. C'est juste un exemple que je voulais donner de ce qu'on peut faire pour diriger un peu le résultat que l'on souhaite. Du coup, on peut spécifier le rôle du chatbot dans son prompt. Pardon. Et là, on a fait un exemple assez fun tout à l'heure avec ce cher Père Noël. Par exemple, si je dis à ChatGPT, talk to me. Alors, on est en France. Oui. Je dois zoomer. Ok, ça marche. Merci, la régie. Et du coup, si je dis à ChatGPT, parle-moi de hamburger, que c'est midi et que j'ai pas encore mangé, là il va me répondre quelque chose comme ça. Une réponse assez neutre, assez conventionnelle en quelque sorte. Donc, top. Et là par contre, si je lui dis, tu es un chef étoilé avec... Il y a combien d'étoiles chez Michelin, Max? Combien d'étoiles? Bref, avec... t'en as une. Allez, avec une étoile Michelin. Parle-moi de hamburger. Et donc là on est en train d'adopter le principe de adopter une personae du chatbot. Et là vous allez voir que l'output sera radicalement différent du précédent,
qui est plutôt une description neutre sortie tout droit du dictionnaire, etc. Donc ça, c'est des exemples rigolos, mais adaptés au travail. Vous voyez tout de suite que vous allez pouvoir entrer en fait dans différents domaines, dans différents tons, en faisant adopter des personae au bot, en spécifiant des formats, en spécifiant le but du prompt. En fait, ça pousse l'être humain qui interagit avec le LLM à beaucoup plus posséder l'output que d'être un consommateur passif de contenu qui n'a pas nécessairement ce dont il a besoin. Du coup, les techniques pour faire un bon prompt, je pense que j'ai abordé pas mal des points des slides, mais je me suis laissé emporter. Je suis un lutin. Voilà. Et du coup, adopter une persona, on vient de le dire, l'idée c'est de donner le contexte, de donner un ton, de réduire un risque d'introduction de biais. Est-ce que je m'adresse par exemple à un spécialiste dans un domaine ou est-ce que je veux une réponse générale pour un profane? Ça, la personae peut permettre de mitiger ça. Donner des instructions claires, c'est beaucoup mieux pour obtenir les résultats que l'on souhaite. Ça coule de source, mais beaucoup de gens font l'erreur de ne pas donner d'instructions claires sur ce qu'ils désirent dans leur prompt. Par exemple, règle-moi ce problème en pastant un message d'erreur de code. Je le fais souvent, je suis coupable de ça. Mais sans contexte, n'importe qui, même un être humain, aura du mal à vous aider à résoudre votre problème. Et en fait, quelque part, pour le prompt engineering, c'est aussi savoir réfléchir et savoir interagir, surtout. Avec une autre entité. Pour le coup, c'est pas un être humain, mais l'idée est là. Du coup, donner des détails. Là, je vous ai donné un exemple. Le mauvais prompt, ce serait résume ces notes de réunion. Et le bon prompt, ce serait de préciser je veux un paragraphe, je veux une liste en markdown, avec les participants et leurs points clés, par exemple. Ça, ce serait un meilleur prompt que le premier. Il faut aussi limiter la portée des réponses et éviter de poser des questions volontairement hyper générales, parce que finalement vous augmentez les chances d'avoir des hallucinations et des mauvaises réponses. Pardon, je ne sais pas revenir en arrière. Ouf, voilà, ok. Du coup, la spécification du format, on en a parlé à l'instant. Parfois, quand on veut faire des applications qui nécessitent un certain format, ce point-là est très important si on veut que son output soit consommé de manière automatique par d'autres systèmes, mais aussi si on veut écrire un email qui est attendu d'un point de vue utilisateur non tech, qui attend un certain format, ça c'est vraiment pas mal aussi de pouvoir le faire. Et là je vais remontrer le LangChain par rapport au format. Et typiquement, si je veux un output en JSON, alors je vais juste chercher ça, voilà. Genre là j'ai un exemple où j'utilise LangChain pour préparer un template de prompt où je vais dire que je vais poser une question à un utilisateur. Je reprends exactement la même idée de pros and cons de tout à l'heure et je dis en fait au ChatGPT, non pour le coup j'utilise je crois Palm, peu importe, un LLM, je lui dis qu'il faut qu'il réponde en termes de pros and cons et qu'il faut qu'il formate ses instructions, sa réponse d'une certaine manière. Je passe ce prompt qui contient les formats instructions que vous voyez ici. En gros, je lui explique que dans le schéma de réponse, il doit y avoir une clé question, une clé réponse. J'explique ce que doit contenir chaque clé entre parenthèses. Et du coup, j'ai un moyen, c'est un reproche qu'on fait au LLM d'avoir un output non déterministe. Là, j'ai un moyen d'avoir quelque chose de déterministe, c'est-à-dire que quand je vais poser une question, je vais recevoir un JSON que je vais pouvoir consommer dans d'autres systèmes, voire par d'autres LLM, et c'est tout le principe de LangChain. Alors là, typiquement, si je lui pose la question ChatGPT versus Mistral, je vais avoir un JSON et je vais pouvoir le consommer dans n'importe quelle application, qu'elle soit augmentée avec de l'IA ou pas. Et du coup, c'est très important ce principe de la spécification de format, qu'on soit un utilisateur tech ou bien qu'on soit un utilisateur, on va dire, non tech, c'est-à-dire qu'il utilise juste la UI. Même pour vous, ça peut être extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, Vincent fera une démo après. Vous pouvez par exemple spécifier des formats pour des présentations PowerPoint et ce genre de choses. Du coup, on en a abordé le point tout à l'heure, et on va parler de zero shot versus few shot prompting. Du coup, le zero shot prompting, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement l'utilisation très basique du LLM qui met en pratique, qui met en avant ce qu'on appelle le self-ask.
Tout simplement, c'est le fait que le LLM ne va pas requêter des systèmes externes ou d'autres sources de bases de données. Il va juste prendre dans ses données d'entraînement pour vous répondre. Donc typiquement, s'il a des données d'entraînement qui sont relativement récentes, eh ben, si vous lui demandez la date de la prochaine élection, si pendant un moment c'était le cas, son knowledge s'arrête en 2021, bah, il va vous sortir la date de la prochaine élection à partir de 2021. Et typiquement, ça permet d'obtenir des réponses rapides, pas besoin de setup du contexte, des exemples, ce genre de choses. Et ça permet de faire du prototypage des prompts qu'on veut avoir et des réponses qu'on pourrait obtenir. C'est très versatile, c'est tout l'intérêt des LLM, et du coup, c'est une utilisation, on va dire, qui est la plus courante, en quelque sorte, des praticiens du prompt engineering. Par exemple, ce que vous pouvez faire comme zero shot prompting lors de l'utilisation, c'est faire de la classification. On peut faire de la classification de sentiments, ou par exemple dans une problématique juridique, on peut dire je te donne un énoncé, dans quelle partie du droit on se situe. Ça permet de faire du filtrage rapide sur différents inputs. Donc c'est super pratique. Ça peut être industrialisé aussi dans la mesure où on peut récupérer cet output pour faire de la classification. Bon, c'est un peu riche d'utiliser un super gros modèle pour faire de l'analyse de sentiments, mais le use case existe. Il y a des exemples dans la doc d'OpenAI par exemple qui permettent de faire ça. Voilà, vous pouvez le faire. Une mauvaise utilisation du zero shot prompting, ce serait de vouloir obtenir des informations très spécifiques alors que les données d'entraînement sont plutôt vagues là-dessus. Là, vous allez vite atteindre en quelque sorte une limite et vous allez vite vous en rendre compte. Vous avez besoin à un quelconque moment dans votre business de sources de données externes et le zero shot prompting n'est pas adapté pour ça. Typiquement aussi, si vous avez une situation très particulière vis-à-vis d'un client hors contexte, le LLM va vous donner une mauvaise réponse. Le few shot prompting, c'est justement la manière de mitiger ça. On utilise la connaissance préentraînée du LLM, mais on ajoute des données, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, par exemple des exemples dans le prompt, ou comme dans l'exemple de LangChain que je vous ai montré, préciser le format que l'on souhaite. Est-ce qu'on veut un CSV? Est-ce qu'on veut un JSON? Etc. Les avantages, c'est que plutôt que de faire un super long prompt qui explique je veux que tu me mettes ceci dans la clé X et Y, on lui met juste le format, on lui précise que c'est un template, et là, on obtient la réponse qu'on veut assez rapidement. Parce que parfois, donner une explication de ce qu'on veut est plus long que de donner directement un exemple de ce qu'on veut. Et du coup, les avantages, c'est que quand on utilise des données business, qui ne sont pas nécessairement connues du LLM, on peut vite augmenter sa productivité avec ce genre de choses. Maintenant, je vais laisser le Père Noël nous parler de la Rolls-Royce du prompt, le Chain of Thoughts Prompting. Alors, je vais juste reprendre la main pour parler de ce sujet. Alors, le Chain of Thoughts Prompting, c'est une technique qui a été introduite dans un article de recherche en 2022. En fait, c'est une approche qui a pour but d'améliorer donc, le raisonnement des LLM, en particulier dans les problématiques d'arithmétique ou quand il s'agit d'avoir du bon sens ou de faire des raisonnements. En fait, on peut voir, je sais pas si on arrive bien à voir le premier exemple. Je sais pas si tu peux zoomer. Non, c'est pas grave. En fait, le premier exemple, on arrive à voir. Okay. On souhaite simplement, dans une liste de nombres, faire la somme des nombres qui sont impairs et déterminer si le résultat de cette somme, c'est un nombre pair ou impair. On voit qu'en donnant juste le problème à ChatGPT sans rien d'autre, il va nous dire que 36 c'est un nombre qui est impair. C'est évidemment faux. Et la façon dont on règle ça avec le Chain of Thought Prompting, c'est qu'on va lui donner un exemple et on va lui dire la démarche qu'il doit suivre pour résoudre ce problème. Donc là, en l'occurrence, cette démarche est super simple. On prend dans l'exemple les trois nombres impairs, on fait la somme et on dit si la réponse c'est vrai ou faux. Vrai, est-ce qu'il est impair, ou faux, est-ce qu'il est impair, ou faux, est-ce qu'il est pair. Ou non, c'est l'inverse. Faux, est-ce qu'il est impair, ou vrai, est-ce qu'il est pair. Et on voit qu'ensuite, si on lui donne un autre exemple, mais où c'est exactement le même raisonnement qu'il doit suivre, il arrive cette fois-ci à trouver la bonne réponse, et si on lui redonne un autre exemple, il arrive encore une fois à trouver la bonne réponse, donc il a compris le raisonnement qu'il doit effectuer pour résoudre ce problème-là. Et donc comme dit, ça c'est particulièrement efficace dans les problèmes d'arithmétique où on sait que les LLM sont notoirement assez mauvais.
Donc maintenant je pense qu'on peut passer aux démonstrations. La première démonstration ça va être une génération de présentation, donc type PowerPoint, avec du prompt engineering. Alors, ici. Okay, on l'a ici, très bien. Il faut que tu fasses NPM. Con. Ouais, Donc, tu veux une présentation sur quoi, Yacine? sur Noël et ses merveilles. Très bien. Premier truc qui m'est venu à l'esprit. Noël et ses merveilles. Combien de slides? 3 slides. Admettons. Et en quelle langue? Français. En français, bien évidemment. Générons la présentation. Alors, ça va prendre un peu de temps. Donc, je propose s'il y a une question, que ça prend un peu de temps, je propose qu'on puisse y répondre. Est-ce que quelqu'un a une question le temps qu'on attende? Non. Eh bien, on va attendre en silence. Okay. Donc c'est quelle est la facilité de mettre en place ces outils dans une organisation? Alors, est-ce que tu veux répondre, Yacine? Alors, une facilité à mettre en place ces outils dans une organisation, effectivement, d'une part, ça passe par quel est le format qu'on veut utiliser, quel est le produit qu'on veut utiliser, est-ce qu'on veut un produit clé en main, genre le Copilot de Microsoft, ou bien le GitHub Copilot pour le code, et ainsi de suite, ou bien est-ce qu'on veut un produit qui réponde spécifiquement à un besoin de cette organisation-là, et là, on peut faire comme Reboot, c'est-à-dire créer sa banque de prompts pour les actes de la vie quotidienne qui peuvent nous faire gagner du temps. Typiquement, commencer à écrire certains types d'emails, certains types de présentations, etc. etc. Ça, je ne sais pas si je réponds à la question. Est-ce que je réponds à la question? Oui. C'est une manière de mettre en place ce genre d'outils pour une organisation. Ça passe par identifier des use cases. Où est-ce que vous perdez du temps? Où est-ce que les tâches sont relativement rébarbatives? Qu'est-ce qui peut être instrumenté de cette manière? Et du coup, c'est une façon de faire. Et tu as quelque chose à ajouter? Non, puisque tu tombes pile à l'heure. Notre présentation va être générée. Donc on a donc une présentation, enfin une slide d'introduction, avec ensuite, bon, l'image est un peu, voilà, avec 3 slides dont 2 contenus. On voit que le titre à chaque fois a été généré ainsi que le contenu de la slide, du début jusqu'à la fin. Donc on voit qu'avec c'est un prompt tout simplement qu'on a créé derrière, on arrive avec une simple phrase à gérer une présentation qui est quand même assez sympathique. Donc ça montre bien la puissance un peu des LLM et du prompt engineering, même si cette présentation n'est pas parfaite, c'est quand même quelque chose qui est assez remarquable. Qu'en penses-tu, Yacine? En effet, et je veux voir la magie derrière. Peux-tu nous montrer le code? Et ça, rapidement nous présenter. Alors, faut que tu ailles là. Et tu peux fermer celui qui est en haut. En fait, il y a 2 projets dans le workspace. Attends, je vais le faire. Ouais, c'est plus intéressant. Alors, pardon. Tac. Bien. Pas facile de tenir un micro et de faire ça en même temps. Mais je vais y arriver. Je vais y arriver et c'est là que je veux aller. Ok, great. Et du coup, ton code est là. Très bien. Enfin, on va pouvoir voir qu'on a mis en place certaines techniques dont on a parlé dans cette présentation. Alors ici, je vais me permettre de fermer ça, on n'en a plus besoin. Ici on a le prompt principal. On voit ici qu'on donne le contexte au LM, on dit qu'il est en charge de faire une présentation PowerPoint. On dit que pour le sujet qu'on va lui donner, on veut qu'il le divise en plusieurs parties, chaque partie étant une slide. On veut que pour chaque partie, il crée donc une bullet point list avec des informations utiles, avec un exemple si possible. On lui donne en fait donc le format qu'on veut qu'il génère, donc avec tous les détails dont on a besoin. Ici, on lui dit qu'on veut du JSON format, un format en JSON pour qu'on puisse l'utiliser dans notre application web facilement. Et à la fin, donc, on lui dit que le topic, c'est le prompt qui a été dit, que c'est dans tel langage, et qu'on veut qu'il y ait tel ou tel nombre de slides. A noter que donc, pour l'image, ensuite, la façon dont ça a été fait, on demande donc
via ce prompt-là de générer une description d'une image qu'on pourrait afficher sur la slide. Et ensuite, dans un deuxième temps, on génère l'image à part, avec une description qui est propre à l'image, évidemment. On peut voir donc les techniques qu'on a mis en place, c'est donner le contexte, spécifier le format, spécifier les champs qu'on veut, vraiment dans un niveau de détail assez élevé pour qu'on ait vraiment quelque chose qui corresponde à nos envies et aux besoins qu'on a actuellement. Donc maintenant, je pense qu'on peut passer à la deuxième démonstration que toi, tu as préparée, Yacine, sur le... Oui, je m'y mets. Je m'y mets et j'en profite aussi pour parler de ce que vous voyez ici. Vous voyez qu'on n'utilise pas ChatGPT 8K ou 32K, etc. On utilise vraiment notre instance sur Azure de ChatGPT, qui fait qu'elle peut requêter nos propres embeddings et nos propres sources de données. Notre collègue Yohan était très enthousiaste sur cette technologie parce qu'il nous a confirmé la facilité du SDK Azure à cet égard. Et du coup, voilà, c'était pour faire ce petit aparté. Alors, je vous ai déjà montré que moi, de mon côté, je me suis intéressé à LangChain grâce à mon collègue Tristan qui n'a pas cessé de m'en parler depuis des semaines. Et j'ai commencé justement à mettre en œuvre certaines techniques de prompt engineering via cette librairie. En fait, LangChain, qu'est-ce que c'est ? C'est un outil d'automatisation de LLM et tous les principes dont on vous a parlé, en fait, ils sont matérialisés sous la forme de classes et de méthodes spécifiques. Je vais essayer de vous trouver un exemple dont je n'ai pas encore parlé. Et par exemple, là, c'est vraiment de la spécification de format basique avec un template où on précise la longueur des réponses que l'on souhaite. Donc ça, c'est pas bien compliqué. Tout à l'heure, je vous parlais d'embedding. C'est le fait de pouvoir stocker des valeurs textuelles en tant que nombre et ensuite de faire des opérations mathématiques pour trouver qu'est-ce qui est le plus similaire. C'est comme ça qu'on peut mitiger la contexte window. Et du coup, je vais essayer de trouver un exemple. Oui, ça y est, je me suis souvenu de mon propre exemple. Merci. L'exemple dont je veux vous parler, c'est la facilité de faire du web scraping avec du prompt engineering. Et deux tâches qui étaient autrefois complètement séparées, à savoir discuter avec une IA et scraper un site web, maintenant sont assez liées. Avant, pour scraper un site, on était obligé de définir nommément de manière très explicite ou avec un sélecteur CSS ou XPath, je veux récupérer tel élément pour récupérer le contenu textuel et ensuite cliquer sur ce lien, etc. Aujourd'hui, on a une abstraction assez incroyable où il y a des classes toutes faites qui permettent de récupérer le contenu textuel d'un site, par exemple le reboot conseil. On peut ensuite splitter cette partie. On peut ensuite splitter ce document justement pour ne pas toucher la context window du LLM et pouvoir garder un contexte toujours frais. Ensuite, à partir de là, on peut définir, après qu'on ait splitté les textes, qu'on veut les stocker dans des bases de données d'embedding. Donc on a récupéré le contenu de deux sites, le site de Reboot Conseil et le site de l'IA Squad. Et du coup, à partir de là, on a stocké tout le contenu de ce site dans des embeddings. Donc là, on est dans la source de données, on va dire, privée ou propre au business. Et à partir de là, on peut poser des questions à ces documents-là. Donc, certes, il y a une partie technique où c'est pas vraiment du prompt engineering, mais l'idée, c'est vraiment d'utiliser les embeddings pour répondre à des questions. Maintenant, pour la partie plus, plus la partie prompt engineering, là, je vous ai montré une chaîne, j'ai un exemple de chaîne LangChain qui m'a beaucoup fait rire. En gros, on va le faire maintenant. Je vais juste run le code. Hop, je vais lancer mon notebook. En fait, l'idée, c'est de donner une personae de dramaturge à un LLM. Donc là, c'est en train de loader tout ce que ça a besoin de loader. Et en fait, ce LLM-là, je vais le faire passer dans une chaîne où il va jouer deux personnalités différentes. Vous allez voir, c'est assez excellent. Du coup, là, je suis obligé de run mes petites fonctions qui vont générer les embeddings, etc. Hop, ensuite, je crée mon petit LLM et je suis prêt à travailler. Du coup, je descends tout en bas et elle est où ma petite conversation? Là, je lui dis, tu es un dramaturge qui écrit des histoires pour les enfants. Et l'idée, c'est que je vais lui parler, je vais lui demander d'écrire une cute Christmas tale. Mais juste après, je lui dis, t'es quand même un mec un peu torturé, tu vas nous la rendre un peu dark cette histoire, pour qu'on ait une ambiance à la Tim Burton. Et je fais passer ça
2 appels complètement séparés qui utilisent un prompt template. Donc là, on spécifie à la fois une persona à la fois un format. Et là, on va pouvoir entrer dans de l'instrumentation où le but, c'est de faire passer ces appels séparés dans une chaîne et ainsi générer des suites d'actions. L'idée, c'est vraiment ça, de générer des suites d'actions. Alors, je vais run ceci et on va voir le résultat que ça va nous donner. Parfois, c'est un peu long. Parce que là j'utilise la partie API based de la Palm API de Google, et du coup parfois c'est un peu long. Du coup, pourquoi on fait ça? Là c'est un exemple à propos parce que c'est Noël, mais l'idée c'est de pouvoir générer des pipelines entiers de, je sais pas, par exemple si vous voulez qualifier un client ou un prospect, eh ben, vous pouvez dire est-ce qu'il rentre dans ces cases-là en lui posant la question en langage naturel, formate-moi la réponse sous le format suivant, et ensuite on peut se faire une série de filtres comme ça, et une fois que ce résultat est obtenu, eh ben, on peut obtenir le format désiré et le faire entrer dans un CRM par exemple. Mais là on va rester dans Christmas et on va lire ce qu'il va nous raconter. Alors là on a une histoire de quoi? Un groupe de rennes qui sabote le comment ça s'appelle? Chariot du Père Noël, et une petite histoire toute cute. Comme on les aime pas, parce que bah, on est des adultes, même si on adore les histoires cute, bah, on veut qu'il y ait un peu, que ce soit un peu plus spicy. Et du coup, là, à ce moment-là, je sors le darker synopsis de cette histoire, où on en change tout de suite de ton, on reprend exactement le même contenu dans une chaîne, et on obtient une histoire radicalement différente, avec un champ lexical différent, une conclusion différente, et ainsi de suite. Bref, du Tim Burton tout craché, parce que c'est le moment de faire ça. Et du coup, cet exemple simple et rigolo, bah en fait, ne fait que gratter la surface d'un outil hyper puissant, où comme je vous l'ai dit, vous pouvez imaginer n'importe quel pipeline en langage naturel. Moi je trouve ça complètement ouf. Je peux générer des CSV, des JSON, requêter une page web pour récupérer une donnée, faire une action, et aujourd'hui avec l'avènement de la multimodalité, bah, je peux même implémenter des images, des vidéos, du son. C'est complètement délirant, j'adore. Dans les autres types de chaînes qu'on peut avoir, on peut faire des chaînes de résumés. Donc là je vous ai fait une chaîne de résumé de nos 2 sites, de AI Reboot Conseil et de rebootconseil.com. Le procédé c'est exactement le même que tout à l'heure, on récupère le contenu des sites. Ensuite, on merge ce contenu, on split pour ne pas dépasser le contexte, on crée son LLM. Donc là, j'en ai pris un à 32K, c'est le LLM de juste avant Gemini. C'est le LLM juste avant Gemini de Google. Et ensuite, là, vous avez un autre exemple de spécification de format où le but, c'est de faire du résumé récursif, c'est-à-dire je prends le résumé de tel chunk, tel morceau de texte, je commence à atteindre la context window, et je résume tout ce qui a été fait précédemment et je le redonne en input au LLM. C'est des techniques connues de prompt engineering justement pour pallier à des documents qui peuvent être trop grands. Et là, on ne parle pas juste de site web, on peut résumer des thèses entières, des encyclopédies entières de cette manière. Et l'idée, c'est qu'on précise quel type de chaîne on veut. On veut une chaîne de type refine. Et le but, c'est de faire du résumé de documents. Et là, j'ai un bug. Pourquoi? Parce que j'ai sûrement pas run un truc, c'est-à-dire ça. Paf, paf. Là, je run le fait de récupérer les documents. Et là, normalement, j'ai mon petit résumé de ce que nous faisons chez Reboot Conseil, par exemple, juste en allant naviguer sur 2 sites différents. Donc là, vous voyez l'intérêt business aussi du truc. Par exemple, si vous voulez faire de la business intelligence, vous prenez une liste de sites ou même un site de départ alors que vous ne connaissez pas la liste à l'avance, dire fais une recherche Google pour choper les sites, les industries qui font ceci ou cela, et ensuite faire du résumé récursif là-dessus et faire sa petite note de synthèse. Donc il y a toute une partie d'un travail qui était quelque part fastidieux, qui nous est complètement abstraite aujourd'hui. Donc là, ce résumé prend du temps. Alors ouais, là pour le coup, je trouve que parfois l'API de Google a certaines longueurs, mais c'est peut-être parce que j'ai pas un compte pro premium de la mort qui tue, et que je suis dans le free tier. Ceci explique cela. Je vais essayer de restart le truc. Petit souci technique. On va voir si c'est un peu plus rapide. Et si c'est pas plus rapide, c'est pas grave, on passe au prochain exemple. Donc moi, d'un point de vue développeur,
tout ce que vous voyez, tout ce qu'on vous a expliqué, pour moi, c'est ça l'utilisation, c'est d'utiliser des outils genre LangChain, etc. Mais d'un point de vue utilisateur, tout ce que vous voyez là, vous pouvez le faire vous-même dans l'UI de ChatGPT en réalité, sans passer par du code. Du coup, l'API de Vertex AI a décidé de ne pas répondre. Ok, fine. On passe à la suite. Et là, de toute façon, j'avais déjà sauvegardé l'exemple. Ben là, on a le résumé de tout ce que fait Reboot Conseil en se basant sur les deux sites. Enfin, dernier exemple, du même ordre, on a un template où on précise qu'on va faire un système de questions-réponses. Et là, pareil, on peut récupérer des outputs en JSON formatés de la manière dont on souhaite. Ça peut être super intéressant pour certaines applications avec la question et la réponse. Par exemple, si vous faites un quiz, eh ben, vous aurez ce genre d'output. Donc voilà, ça c'était ma présentation de LangChain. Je suis un peu blasé que l'API de Google mette plus d'une minute à répondre à un call. Je vais arrêter ça. Et moi, je suis super enthousiaste sur ces technos-là. Est-ce qu'on a une slide après ça? Oui, on a. Et la conclusion. Merci Yacine. Donc comme vous avez vu avec ces démos, ben, on peut faire déjà plein de choses avec la LM, mais je pense que le meilleur est encore à venir. Merci de nous avoir suivis pour ce Let's Talk, j'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas donc à venir encore sur Twitch le 18 janvier pour assister au Let's Talk numéro 12 de Johan, qui va parler donc de l'intégrité des IA génératives dans vos applications avec Azure OpenAI. Question-réponse? Ah oui, excuse-moi. Bien sûr, est-ce que vous avez des questions? Si c'est le cas, on se fera un plaisir de répondre. Pas de questions? Et ben écoutez, c'était un plaisir et à la prochaine fois. Au revoir Yacine. Au revoir.